Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. C'est un accord qui suscite la colère des compagnies aériennes européennes, l'accord de libre-échange signé il y a quelques jours entre l'Union européenne et le Qatar, accord quasiment de ciel ouvert qui va permettre à Qatar Airways de desservir n'importe quelle ville européenne sans aucune restriction de capacité ou de fréquence de vol. Un accord totalement déséquilibré, s'indignent les syndicats de pilotes notamment. Pour en parler aujourd'hui avec nous, Guillaume Gesta, vous êtes président du syndicat national des pilotes de ligne ALPA pour Air France et Transavia. Oui, effectivement, on est très en colère contre cet accord, dont la genèse remonte à plus de 5 ans. On ne comprend pas quel est l'équilibre de cet accord pour les compagnies aériennes françaises vis-à-vis du Qatar. Quand on compare les marchés potentiels, c'est-à-dire le marché européen et le marché qatari, c'est un facteur 100. On a 3 millions d'habitants d'un côté et on en a 300 millions de l'autre. Donc, quand on fait un accord de ciel ouvert, généralement, puisque c'est quasiment un accord de ciel ouvert, à quelques exceptions près, généralement, c'est qu'il y a un intérêt commun avec des marchés partagés. Aujourd'hui, entre guillemets, on donne aux compagnies aériennes européennes le marché qatari et on donne au marché qatari l'ensemble des accès au marché européen. Pour moi, c'est complètement déséquilibré et on n'arrive pas du tout à comprendre comment on a pu en arriver là. Alors, est-ce qu'il y a des intérêts supérieurs, extérieurs, commerciaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour le transport aérien européen et français notamment. C'est un accord, en quelque sorte, vous l'avez dit, de ciel ouvert, qui laisse un véritable boulevard à Qatar Airways. Alors oui, c'est la seule chose qui fait que ce n'est pas un accord de ciel ouvert, c'est qu'il n'y a pas la cinquième liberté pour les passagers. Ce qu'on appelle la cinquième liberté, c'est la possibilité pour une compagnie aérienne étrangère en dehors de l'Europe, par exemple, de faire une ligne Paris-New York. Voilà, Qatar pourra faire Doha, Paris, Doha, Toulouse, Doha, Marseille s'ils veulent. Par contre, ils ne pourront pas faire Paris, New York ou Paris, autre chose. Ça, c'est le cas sur les passagers. Par contre, je précise quand même que sur cet accord qatari pour le cargo, cette cinquième liberté a été accordée. Donc Qatar Airways, qui a une grosse flotte cargo, pourra complètement faire du départ cargo de tous les pays d'Europe vers toutes les destinations du monde. C'est quand même un gros coin sur la maîtrise des imports-exports via le transport aérien pour l'ensemble des compagnies aériennes européennes. Voilà. Après, ce qui fait dire aussi que ce n'est pas un accord de ciel ouvert, c'est qu'en théorie, dans cet accord sur le Qatar, il doit y avoir des contreparties. Des contreparties sur la possibilité de regarder financièrement le fonctionnement de Qatar et aussi des contreparties sociales. Alors, on ne va pas se mentir, la transparence, comment on va pouvoir vérifier la transparence? Parce que honnêtement, on pourra présenter les comptes, le Qatar Airways pourra présenter les comptes qu'elles veulent, et sur le droit social, on peut voir comment se sont construits les stades pour la Coupe du Monde 2022. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'exemples pour montrer quel est l'aspect social au niveau du Qatar. Respect des droits sociaux, plus de transparence de la part de Qatar Airways. Bruxelles dit la concurrence sera plus loyale. Dans ce cas, est-ce que vous y croyez, Guillaume Gesta? Sur le papier, c'est beau, mais est-ce que ça sera suivi des faits et comment on pourra contraindre? Alors, on dit qu'effectivement, dans l'accord, il est dit que si on ne peut pas avoir accès à ces informations, on pourra supprimer ces lignes. Est-ce qu'on aura le courage ou est-ce qu'on aura la possibilité de vraiment dire « Bon, vous ne nous présentez pas vos comptes, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus venir ». On se doute bien qu'il va y avoir à un moment des tractations diplomatiques pour soit conserver les lignes, encore une fois, certainement des intérêts économiques qui dépasseront bien le transport aérien, les ventes d'avions civils, voire les ventes d'avions militaires. Donc accord totalement dangereux. Accord complètement dangereux et complètement néfaste pour toutes les compagnies aériennes européennes, notamment les compagnies majeures, qui, elles, ont une activité long courrier importante. Là, potentiellement, on parle de tout le marché sur l'Asie du Sud-Est et sur l'Inde. C'est quand même important. On parle à présent de la crise sanitaire et de la situation de milliers de pilotes qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi. Alors effectivement, même si c'est au-delà des pilotes que je représente, puisque aujourd'hui, moi, je représente plutôt les pilotes d'Air France et de Transavia, dans le monde, la crise a décimé complètement les compagnies aériennes et décimé complètement le métier de pilote. Il faut savoir que dans le Golfe Persique, ça a été une coupe cinglante dans les effectifs pilotes. Ils se sont séparés de plus de la moitié de leurs pilotes. Maintenant, il y a une reprise qui commence à pointer son nez un peu partout. Donc ces pilotes sont rappelés, mais pas forcément aux conditions qu'ils avaient lorsqu'ils ont quitté leur emploi. Donc non, ça a été une vraie crise pour les pilotes. On était en 2019 dans une période où il y avait vraiment une pénurie de
pilotes et on est passé en très peu de temps à trop de pilotes sur le marché, même si on sait que c'est un petit peu en train de revenir et de nouveau les pilotes arrivent à se placer. Mais bon, l'emploi reste quand même très très difficile et il y a une pression réelle sur les conditions salariales des pilotes dans le monde entier. En revanche, au sein d'Air France, on peut dire que vous êtes relativement protégé, que vous avez été relativement protégé durant cette crise. Alors chez Air France et chez Transavia, on a été globalement assez protégés, mais c'est aussi parce que nous avons un contrat de travail qui est assez spécifique, c'est-à-dire qu'on est payé à la tâche avec un mini-garantie. Ce mini-garantie est en dessous de la rémunération dite normale, donc ce qui nous permet jusqu'à une certaine baisse d'activité d'absorber cette baisse d'activité et couplé à ce qui a été mis en place par le gouvernement français qui est l'activité partielle longue durée, on a également pu compenser cette perte financière par de l'activité partielle où un accord a été négocié dans les entreprises. Au sein d'Air France et de Transavia, nous avons négocié 2 accords d'activité partielle longue durée. Comment Air France peut sortir de cette crise et est-ce que d'après vous, les réformes sont allées assez loin ? Effectivement, comment on sort de cette crise, puisqu'il faut quand même savoir que le groupe Air France a été aidé alors qu'on est à hauteur de 7 milliards. Je rappelle que ce sont des prêts, que ce ne sont pas des aides directes, puisque c'est interdit par la Commission européenne. On voit bien l'exemple Alitalia, où on en est aujourd'hui. On va arriver face à quelque chose d'assez difficile, qui est une sorte de mur de la dette. Et là, il va falloir vraiment trouver des solutions. Donc ça va passer certainement par des solutions d'un côté financière, avec certainement l'appel au marché à un moment pour venir aider la compagnie. Mais pour ça, pour avoir des gens qui veulent venir vous aider, vous allez être capable de, quelque part, montrer que c'est un bon investissement sur le long terme. Donc ça va nécessairement impliquer peut-être pas de réformer le modèle, mais au moins d'améliorer le modèle tel qu'il existe aujourd'hui. Il y a pas mal de pistes qui sont évaluées au sein de l'entreprise, sachant qu'on peut aujourd'hui mieux travailler, pas forcément avec les mêmes process qu'aujourd'hui. Mais bon, ça fait partie des choses qui sont encore devant nous et sur lesquelles il va falloir travailler. Le hub, d'après vous, a-t-il encore un avenir ? Le hub a encore une place qui, je pense, est importante. Maintenant, c'est plus, on va dire, l'alimentation du hub qui peut poser question. Est-ce que, compte tenu des compagnies low cost, est-ce que les hubs doivent toujours être alimentés par de l'activité en propre ou pas en propre ? Est-ce que le point à point, l'activité point à point doit être faite en propre par des compagnies aériennes ou par d'autres compagnies qui peuvent appartenir au groupe ? Voilà, je pense qu'il y a une évolution du modèle aujourd'hui à ce niveau-là qui en fait est imposée par les opérateurs low cost comme peuvent être Ryanair ou EasyJet ou encore Wizz Air qui aujourd'hui ont pris une très très grosse part du marché européen point à point et ces compagnies aujourd'hui souhaitent aussi peut-être s'associer avec des grandes compagnies aériennes pour justement augmenter leur maillage européen. Ils savent très bien que ça pourra passer peut-être par des accords avec ces compagnies. Guillaume Gesta, président du SNPL Air France Transavia pour le podcast de l'aviation.